Hello tout le monde, bienvenue pour cet épisode de Iko Witchat. Cet épisode est bien particulier parce que c'est le tout premier épisode exceptionnel. Alors, d'où m'est venue cette idée d'épisode exceptionnel? Tout simplement parce que quand j'avais fait mon sondage, bien évidemment, je me suis rendu compte et j'ai été réaliste, dans le sens où je ne pouvais surtout pas faire un podcast par semaine, mais je me suis dit pourquoi pas de temps à autre faire un épisode euh, qui voilà va toucher un sujet, on va dire, un peu plus sensible et un peu plus vulnérable que les autres, un sujet dans lequel moi-même je vais énormément me livrer. Il y a un sujet qui peut-être, voilà, il fera un peu plus écho que les autres, même si j'espère que tous les épisodes font écho en vous. Pour les personnes qui écoutent ce podcast pour la première fois, je me présente, je m'appelle Shainaz Mourchali, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je pratique depuis 8 ans maintenant. Je suis passionnée par l'humain, par la psychologie, par le fonctionnement de notre inconscient et de notre conscient aussi. Et comme le nom l'indique de ce podcast, Iko Witchai, c'est vraiment, on va discuter dans ces podcasts tout ce qui fait écho en nous et toutes ces choses peut-être auxquelles on ne prête pas malheureusement assez attention et voilà, et qu'on gagnerait à remarquer parce que c'est ces petites choses dans la vie de tous les jours qui souvent peuvent faire la différence. Alors pour pas garder le suspense plus longtemps, euh, le sujet d'aujourd'hui c'est l'empreinte du père. Voilà, sacré sujet. Je ne vous mens pas que ça m'a pris des jours et des jours afin de pouvoir enfin l'enregistrer. C'est un sujet qui, pour moi, est très important. Je pense qu'on a toutes et tous, voilà, énormément de choses plutôt à partager, à raconter par rapport à notre relation avec nos pères ou la paternelle qu'on a eue. D'ailleurs, j'essaierai vraiment de parler un peu de tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis l'empreinte du père. En fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que, bon, le tout premier épisode parlait enfin, des repères. Le deuxième parlait de comment être son propre repère. Et l'idée m'est venue naturellement, vraiment. J'étais sur la route, j'étais sur l'autoroute et je me disais, tiens, pourquoi le prochain ne parlerait pas du père? Surtout que j'ai eu énormément d'échanges ces derniers temps, que ce soit dans ma vie perso ou pro. Et ça tournait beaucoup autour du père et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le moment. Alors dans cet épisode-là, je vais mettre en avant la dimension émotionnelle, symbolique et sociale du rôle paternel. C'est-à-dire, je vais essayer d'en parler en parlant de la relation qu'un enfant ou bien qu'un adulte, que n'importe quelle personne a émotionnellement avec son père. La symbolique, ça veut dire pour les personnes qui ont eu des pères absents, mais qui ont eu peut-être des figures paternelles, et aussi du côté social, qui pour moi est quand même très important et aussi très pesant. Comme je l'ai déjà expliqué dans les 2 premiers épisodes, j'essaye vraiment Enfin, le but de ce podcast est de ne pas amener tout le côté théorique de la représentation du père, de la place du père, comme on en parle en psychologie et en psychanalyse. Mais je me dis que, en fait, on a besoin de parler de vécu, de réalité, de notre quotidien, de souffrance, de douleur, de non-dit surtout, parce qu'il y a énormément de non-dit. Et ce que je fais aussi dans ces podcasts-là, c'est que je partage mon expérience et aussi ce que je relève le plus durant les accompagnements que je fais, parce que c'est surtout en thérapie que je relève beaucoup de choses. Et moi-même, plus je reçois de nouvelles personnes, et plus j'entends, et plus j'apprends. J'apprends qu'il y a vraiment de tout. Quand on dit qu'il faut de tout pour faire un monde, franchement, cette phrase, je l'ai toujours trouvée fascinante. Mais plus j'entends des histoires et plus je me dis, c'est incroyable comment l'être humain peut être complexe et à la fois simple. Alors, l'empreinte du père. Ah là là, par quoi commencer?
Je vous mens pas que j'ai pas vraiment pris de notes. Je suis pas très bonne à prendre des notes en tout cas, je n'arrive jamais à les suivre. Mais je suis quelqu'un qui est assez freestyle et qui préfère parler avec le cœur. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc par rapport à cette empreinte que le père a, je vais essayer d'en parler dans le cas bien sûr du père avec sa fille et avec son fils. Mais bien évidemment, euh, je vais plus mettre en avant la relation père-fille parce que bah, de un, je ne suis pas un homme, mais je vais me positionner en tant que thérapeute qui a été et qui est aussi la psy de beaucoup d'hommes. Et je pense qu'aucun d'eux, de tous les accompagnements que j'ai fait auparavant, que je fais actuellement, aucun d'eux n'a hésité en fait d'aborder ce sujet. Peut-être pas au début de thérapie, mais à un moment, ce sujet s'impose. Alors bah voilà, je crois qu'on va commencer par ça, par la relation du père avec son fils. Il y a quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant, qui une personne m'avait dit il y a quelques années et que sur le moment, j'arrivais pas à comprendre parce que c'est normal, je suis pas un homme, j'ai jamais vu ça comme ça. Mais par la suite, quand lui m'avait fait part de sa souffrance, j'ai commencé à avoir ça même dans mon travail et même autour de moi, avec des proches, avec des amis. Je me rappelle, cette personne m'avait dit, mon père, j'aurais aimé qu'il soit un mentor. Et je me disais, mais pourquoi en fait ton père, enfin un père, il est juste censé être un père. Bon, après, je suis partie faire quand même pas mal de recherches et j'ai compris le besoin de cette personne quand il a dit qu'il aurait aimé que son père soit un mentor. Bon, après, c'était une situation bien particulière parce que le père de cette personne-là, il n'était pas affectueux, il ne s'exprimait pas. Euh, à ce qu'il me disait, il lui avait jamais, voilà, ils n'avaient jamais eu une discussion qui avait dépassé 5 minutes, ce qui est quand même triste. Et je pense que son désir et son besoin émanaient de ok, d'accord, fine. Si tu ne peux pas être affectueux avec moi, si tu ne peux pas dire que tu m'aimes, si tu ne peux pas dire que je compte à tes yeux, sois au moins un mentor. Et plus j'avançais dans mon expérience professionnelle, et plus je remarquais qu'effectivement, les hommes ont besoin de cette figure paternelle, mais surtout d'un mentor dans leur vie. Alors, je m'explique. Alors, comme nous le savons tous, un mentor, c'est cette personne qui a ce rôle de te guider, de t'accompagner, de te dire la vie est faite de ceci, de cela. En fait, tu ne te retrouves pas seul. Mais le mentor est censé être bienveillant. Et c'est vrai que, bon, c'est un sujet qui pourra déborder sur plein d'autres sujets, mais j'ai beaucoup remarqué ça autour de moi. Je trouve que les hommes de nos jours, ils manquent de repères et ils manquent de guidance. Ce n'est pas un jugement, j'espère pas, mais j'ai posé la question à énormément de personnes et tous m'ont dit oui, on a plus été couvés ou protégés ou accompagnés par nos mères que plutôt guidés par nos pères. On a plus eu des mères présentes que des pères présents. Oui, il était là physiquement, il ramenait à manger, il payait les factures, et il me rappelait sans cesse qu'il payait l'école et que je devais avoir de bonnes notes parce que lui se sacrifiait et travaillait dur. Mais à part ça, à part toutes ces choses qu'il faisait, bah, je n'avais rien en fait. Je ne connaissais même pas qui était cet homme-là. Gardant en tête que tout ce qui se dit dans ce podcast-là et dans tous les podcasts, c'est dit avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas là pour juger les autres. On n'est pas là pour dire que telle chose devait être faite comme ça ou de telle manière. On est juste là pour analyser, pour comprendre, interpréter et pour aussi que ça fasse écho en nous et pour que l'on ne se sente pas seul dans ce qu'on ressent. Vous allez me dire, d'accord, mais comment tu le remarques? Alors je le remarque, je vois qu'il y a énormément d'hommes qui, quand ils atteignent cet âge mature, mûr, où ils ont des choses à prouver à eux-mêmes, à la société, à leurs parents, ben en fait, il y a comme une sorte de compétitivité qui s'installe avec le père,
Oui, c'est tout à fait. Vous allez me dire, oui, mais ça arrive. Oui, bien sûr, comme la fille aussi, elle l'a avec sa maman. Et le fils aussi, il l'a avec son père. Mais cette compétitivité, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est malsaine. C'est-à-dire, elle émane d'un besoin et d'une frustration surtout, d'avoir été seule, de ne pas avoir été accompagnée, euh, d'avoir été aussi négligée, de ne pas avoir été respectée. Euh, je ne me vraiment, j'ai pas de nombre, honnêtement, mais beaucoup d'hommes m'ont dit en thérapie, et même hors thérapie, que ce soit dans la confidence, ou bien juste, voilà, socialement. Il y en a qui avaient cette facilité quand même à l'exprimer, mais je pense qu'ils avaient atteint quand même un niveau de maturité et de confiance où ils n'avaient pas ni honte, en fait, ni peur de le partager, et franchement, bravo à eux. Mais il y avait beaucoup d'hommes qui m'ont dit, tu sais, ils me disaient tous si seulement ils ne m'avaient pas sous-estimé. Et c'est là où on voit la douleur. C'est là où on voit à quel point c'est très important pour un homme de voir qu'il a de la valeur aux yeux de son père. Parce que c'est la seule figure masculine qu'il a face à lui. Comme une fille, avec sa maman, elle a besoin que sa mère la rassure par rapport à, à son charme, à sa beauté, ou à son intelligence, ou à sa douceur. Mais c'est vraiment très très important. Je sais qu'à une période de l'adolescence, avec voilà, les hormones et tout le changement en fait que le corps d'un ado subit et traverse, c'est tout à fait normal et naturel qu'il y ait des changements de comportement, que la personne est en train de chercher son identité, voilà, qu'il y ait peut-être un peu d'agressivité, un peu de colère. Mais ce que je vois de l'autre côté, en tout cas de mon entourage, c'est que ces pères, à la place d'être bienveillants, d'essayer de contenir leurs fils, de les accompagner, d'être leur ami, leur confident, c'est là que ça devient comme un combat de coq. Ça veut dire que qui est le plus fort? Non, c'est moi le mâle alpha, tu es mon fils, mais en fait, j'ai l'impression que même tu es mon fils n'existe plus. On dirait que ce père-là, je dis pas pour tout le monde, mais ce que je remarque le plus, et en tout cas j'espère que ça fera écho en vous, que ces pères-là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de montrer que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais ils oublient quelque chose de très important, c'est que ce jeune homme, il est en train de se chercher, il veut se trouver. C'est tout à fait normal qu'il soit en guerre avec lui-même. Il n'est pas en guerre avec toi, il est en guerre avec lui-même, il est en guerre avec tout ce qu'il ressent, il est en guerre avec ses angoisses et il est en guerre avec tout ce que la vie lui cache pour l'avenir. Donc c'est là, je pense, que qu'un père se doit, en tout cas pour lui, pour son fils et pour cette relation qu'il entretient avec son fils. Et je pense que c'est à ce moment-là, mais vraiment c'est à ce moment-là que ça définira tout le reste de la relation, jusqu'à la fin de leur vie. Alors, j'en ai vraiment vu des cas et j'en ai entendu des histoires. Et durant les accompagnements, quand on allait vraiment deep down dans l'histoire, ce que je réalisais, ou bien ce qu'on apprenait durant l'accompagnement, c'est que il y avait énormément ce sentiment de peur et d'angoisse de se dire, enfin je parle de l'adolescent qui, voilà, qui est en train de grandir, qui subit des changements et qui se retrouve face à ce père qui est juste, voilà, sans sentiment, qui n'est pas prêt à l'aider, qui n'est pas prêt à l'écouter, ni à le guider, ni à lui expliquer quoi que ce soit, mais il est là juste pour le juger. Et pire encore, pour lui dire qu'il n'est rien du tout, pour l'abaisser. J'aime pas parler de violence, mais malheureusement, on sait que dans notre culture et dans notre société et dans même beaucoup d'autres sociétés et de cultures, il y a énormément de violence. Et quand ça en vient voilà, aux mains, ou que ça en vient à la violence pour que ce père montre et s'impose en tant qu'homme, je pense que quelque chose est brisé à ce moment-là. Alors, je précise, je ne généralise pas. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas qu'il suffit juste de parler gentiment, de communiquer, de cadrer pour qu'un adolescent soit gérable. Pas du tout.
je sais à quel point c'est difficile. Je reçois des adolescents au cabinet et je vois à quel point c'est vraiment très, très, très compliqué. Mais je vois aussi quand les parents s'impliquent, quand les parents tiennent à être bienveillants, quand les parents ils sont là et tout ce qu'ils veulent c'est être un papa ou une maman, ça finit par fonctionner, ça finit par aller mieux et on arrive à rompre en fait ce silence ou bien ce langage qui est malsain et des fois qui est marqué par de la colère et par des non-dits. Et on arrive en fait à se dire les choses et à s'accepter. Car oui, c'est aussi une question de s'accepter. Je sais à quel point c'est compliqué, en tout cas de ma place de psychologue, je vois à quel point comment pour les parents c'est vraiment très terrifiant de voir leur enfant changer. Mais un père, je pense que c'est pour ça qu'il faut énormément de maturité émotionnelle, je le dis et je le répète tout le temps, pour faire des enfants et pour être marié et pour être responsable d'être humain. Un père, je pense que quand il se comporte avec son fils, il ne doit pas mettre son ego avant son fils. Et c'est ce que je remarque le plus. Je remarque qu'il y a beaucoup d'ego. Et je me suis même dite que peut-être que c'est pour ça que l'on se retrouve avec énormément de jeunes hommes de nos jours qui ont un ego surdimensionné. L'ego peut être vraiment très dangereux. Ce n'est pas une critique. Je sais que si l'ego, il est là, et s'il y a des hommes qui écoutent à ce podcast-là, ils se retrouvent dans ce que je dis, je pense que vous mettez cet ego comme un mécanisme de défense, pour vous protéger. Vous le mettez parce que c'est ce qui fait que vous vous sentez, je dirais pas invincible, mais peut-être que vous vous sentez en sécurité et vous vous dites rien ne va m'atteindre, rien ne va m'arriver et jamais je vais paraître faible. Alors, qui dit faiblesse, dit vulnérabilité. Pour moi, c'est un point super important, la vulnérabilité. On se retrouve face à des hommes qui ont du mal à se montrer vulnérables et qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Je peux en témoigner, quand je reçois des hommes au cabinet, je pense que jamais personne n'est venu la première fois en me disant je suis fière de moi, je suis fière de ce pas que je fais, je suis fière du fait d'être là devant vous et de commencer un travail sur moi. Non. La grande majorité, je sais qu'ils viennent et ils me le disent. Ils me disent on vient parce que voilà, ça va plus, parce que mon symptôme s'est accentué, parce que je souffre d'anxiété ou de dépression ou de TOC et ça commence à handicaper mon quotidien. J'ai même eu des personnes, des hommes qui m'ont dit qu'ils avaient honte d'être là. Et je comprends parfaitement parce que la société n'aide pas et elle n'a jamais aidé. La société et la culture dans laquelle on vit, elle a toujours mis les hommes dans des boxes et dans des catégories. Et que si tu t'habillais comme ça, ou si tu faisais ça, ou si tu faisais de la peinture, ou bien si tu faisais de la poterie, ou bien si tu aimais aller au cinéma, enfin pardon, pas le cinéma, mais le théâtre. Euh, Enfin, j'ai même entendu des hommes me dire qu'ils ne se verraient pas aller voir une pièce théâtrale parce que, bah voilà, c'est pas qu'ils aiment pas. D'ailleurs, ils me disent, je ne sais même pas si je pourrais aimer ou pas, mais je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ça, c'est tout le poids de la société. Vous allez me dire, ok, peut-être, mais c'est quoi le rapport? Ou bien, euh, est-ce que ça a vraiment des conséquences? Oui, ça a des conséquences. Oui, ça a des conséquences parce que quand tu t'empêches de travailler sur ta maturité émotionnelle, quand tu t'empêches d'être touché par des scènes, par des chansons, par des films, par des poèmes, je sais pas, par des événements de la vie, ben, tu es en train de t'handicaper. Tu es en train de t'empêcher d'être la personne que tu as envie d'être. Je ne dis pas qu'il faut aller sangloter dans la rue, non, mais juste être vulnérable. Être vulnérable, ça veut dire que quand je suis touchée par quelque chose, je le dis et j'en ai pas honte. Je le vis aussi avec beaucoup de patientes qui, avec leur partenaire de vie ou leur mari ou leur copain, la grande majorité, elles ont ce problème.
elles ont ce problème parce que dès qu'elles commencent à s'ouvrir, ou bien elles ont ce besoin de communiquer, ou bien elles ont ce besoin de parler de leurs sentiments, ben, en fait, elles se retrouvent face à un homme qui se renferme et un homme qui dit non, moi je fais pas ça, moi je parle pas de ça. Euh, va parler de ça à ta psy, ou va parler de ça à ta mère, ou va parler de ça à tes copines. Moi, je suis pas fait pour ça. Mais, et vous savez, c'est vraiment très blessant. Je pense que tout le monde le sait. C'est vraiment très blessant de dire à quelqu'un qui a mal, bah, va ailleurs en fait. Va, tu peux être mal, mais tu peux être mal loin de moi, s'il te plaît. Ne me dérange pas. Mais vous savez, quand quelqu'un vous demande d'aller avoir mal loin de lui, c'est parce qu'il a peur que vous réveillez ses propres blessures. Parce que pourquoi quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas de blessure, ou bien qui n'a pas de trauma, ou bien qui n'a aucun problème avec la vulnérabilité, en quoi ça le dérangerait que vous vous ouvriez devant lui? Sacrée question quand même. Alors pour revenir à cette histoire de mentor, malheureusement, il y a pas eu ce rôle de père qui a été un mentor pour son fils. Euh, et c'est ce qui fait que voilà, il y a énormément de jeunes hommes qui sont perdus, qui sont à la recherche de cette validation de leur père. Je le vois tout le temps. Oh mon Dieu, combien je le vois tout le temps. Je le vois euh, quand je rencontre de nouvelles personnes. Je le vois quand je reçois des patients. C'est juste incroyable en fait. Et, et vous voyez en fait un jeune homme qui est là, en train de chercher cette validation de son père. Mais il la cherche désespérément. C'est ce qui est en fait, je dirais pas triste, mais oui, c'est ce qui est dommage plutôt. Parce que, en fin de compte, il se dit, bah, peut-être que j'arriverai pas, et tout ça peut-être inconsciemment, mais j'ai eu beaucoup de patients qui se sont rendus compte de ça en thérapie, et c'était vraiment très beau à voir quand ils se sont rendus compte de ça, parce que voilà, ils ont fait la paix avec une grande partie de leur vie. Mais quand tu recherches la validation d'un de tes parents, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec des espoirs que tu le fais, parce que tu cherches et tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, et tu ne sais pas où est-ce que tu dois chercher. Et tu ne sais même pas si tu vas pouvoir la trouver, parce que si tu es face à un parent qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, bah, je pense que tu finiras jamais par la voir. Je pense que tu passeras ta vie à attendre, et que rien ne viendra. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui sont en manque d'amour, d'affection, de validation, et c'est ce qui fait que ça touche leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes. Et, et tous ces complexes-là, en fait, ils grandissent avec l'ego à côté. Faut pas oublier monsieur l'ego à côté qui arrête pas de gonfler. Et cet ego, quand il gonfle, ben en fait, on se retrouve face à des personnes qui sont perdues, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui peuvent paraître très exigeants, en mode moi je veux quelqu'un comme ça, ou bien je veux une vie comme ça. Euh, non, je ne peux pas me mettre avec ce genre de femme, ou bien. Mais dans le fond, c'est des personnes qui sont juste perdues. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui eux-mêmes n'ont pas pu trouver leur propre valeur et leur propre validation. Et encore une fois, je le dis avec toute bienveillance, ce n'est pas un jugement, c'est une souffrance. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, sachez que c'est possible de régler ça. Il faut juste pas avoir honte, et il faut pas que ça touche votre ego et que vous dites mais enfin je sais que voilà, je suis une femme et j'en parle, et encore une fois, je ne pourrai jamais savoir ni ressentir exactement ce qu'un homme ressent, mais là c'est vraiment juste moi en tant qu'experte qui voit ça au quotidien, et j'ai vu en fait des jeunes hommes qui ont fait un très beau travail sur eux et qui ont pu dépasser ça, et franchement ça a arrêté de les handicaper. Donc c'est possible de le faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que nous, on préfère plus préparer les générations à venir, si tu as manqué tu as manqué de voilà d'affection, ou bien tu as pas eu ce rôle de mentor dans ta vie, essaye d'y travailler comme tu le sens. Soit en faisant du développement personnel avec toi-même, en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Bon, idéalement, il n'y a pas mieux que la thérapie, parce que
on travaille vraiment sur quelque chose de bien précis et ça se règle. Mais essayez de l'être pour vos enfants dans l'avenir, c'est très important. Je l'entends de plus en plus chez beaucoup de patients et ça me fait plaisir. Et ils le sont, hein. Ils le sont. Je pense particulièrement à un patient qui a une très belle relation avec son fils et on parle très très souvent de sa relation avec son fils et qui me dit tout le temps voilà, j'aimerais que ça soit comme ça avec mon fils et j'espère que ça sera comme ça et il travaille aussi. Je sais qu'il est en grande partie en thérapie, surtout pour son fils. Et il me pose très souvent des questions et c'est beau. C'est beau de voir un père vouloir être quelqu'un de meilleur pour son enfant. Alors, ça, c'était le volet du père avec son fils. Passons au rôle du père avec sa fille. Bon, là, par contre, ça me parle quand même pas mal. Et je vais quand même devoir parler de mon expérience sans pour autant trop rentrer dans les détails. Mais je vais devoir quand même partager certaines choses pour que, voilà, pour que cet épisode soit bien exceptionnel. Alors, la place du père dans la vie d'une fille. Je pense que on est d'accord que c'est quand même très important, de par tout ce que l'on lit, de par tout ce que l'on entend, et de par tout ce que l'on sait, on sait à quel point chaque fille a besoin d'avoir cette présence masculine dans sa vie, et à quel point ça peut avoir un très grand impact sur sa vie. Je pense honnêtement que la relation idéale avec le père n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y ait une relation idéale qui puisse exister. En tout cas, dans la grande majorité des cas, c'est toujours compliqué. Même si ça paraît de l'extérieur tout beau, tout rose, bah, je pense qu'il y a un moment donné où ça devient très difficile. Ce que je remarque le plus en thérapie, c'est que chaque femme a voilà, une relation bien particulière avec son père. Qu'elle soit l'aînée, qu'elle soit la cadette ou qu'elle soit la plus petite. Bon, ça n'a pas une grande importance. Je le pensais au début, mais pas vraiment. Ça dépend aussi du père, ça dépend de la personne qu'il est. Je pense que ce qui est vraiment douloureux, c'est cette présence-absence. C'est-à-dire, euh, la souffrance, elle émane du fait que tu es face à quelqu'un voilà, qui est censé t'aimer. Tu sais qu'il t'aime parce qu'il est censé t'aimer, mais qui ne s'exprime pas là-dessus, qui ne le montre pas. Et quand je dis le montrer, ça ne veut pas dire que tu as un toit sur la tête ou que je t'achète des habits ou que je te paye cette école, mais que je te le montre. C'est que je te le dis, c'est que je m'exprime, c'est que voilà, je suis affectueux avec toi. Et beaucoup de jeunes femmes que j'ai reçues ont eu énormément de problèmes dans leur relation amoureuse par la suite parce qu'il y a eu cette absence, parce qu'il y a eu cette relation, on ne va pas dire conflictuelle, mais on va dire cette relation qui était vraiment pas claire et ces relations, je dirais même qu'elles étaient incomprises. Oui, parce que c'est une relation incomprise que l'on vit. Et quand un père, il est là sans pour autant être là, et quand je parle d'être là sans pour autant être là, dans le sens où je vais m'exprimer en criant, ou je vais m'exprimer en étant en colère, ou je vais m'exprimer euh, voilà, en appliquant le silence treatment avec toi. Et combien de patientes se sont rendues compte euh, d'avoir été ou d'être avec des partenaires qui se comportent avec elles de la même manière que son père se comportait. Oui, c'est classique, on répète les mêmes schémas, mais il n'y a pas que ça. Je ne pense pas que une femme cherche inconsciemment le modèle de son père. Peut-être que c'est le cas pour quelques-unes, mais en tout cas moi je le déconseille. Pourquoi? Parce que une fille a énormément tendance à idéaliser son père. Elle a énormément tendance à voir que ce côté qui fait de lui quelqu'un de fort, quelqu'un qui a la parole, un homme d'honneur, un homme qui voilà, qui va jamais lui faire du mal, mais il y a ce moment qui vient où elle est déçue. Et chacune de ces femmes, ou chacune de nous, elle a eu ce moment où elle s'est rendue compte que non, en fait, il n'est pas parfait.
Non, c'est un homme qui fait des erreurs, qui a sûrement dû faire du mal à énormément de personnes, qui peut-être fait du mal à ma mère devant mes yeux et que je ne le vois pas, et qui me fait du mal à moi aussi, parce que c'est un être humain. Le problème n'est pas dans le fait que ce père ne soit pas parfait. Non, personne ne l'est, et il n'a pas à l'être. Le problème vient du fait que cette fille idéalise son père. Et c'est là où c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que, en fait, à un moment donné, tu réalises que cette image parfaite que tu avais de cet homme-là, ben, en fait, elle n'existe pas. Et c'est de la fusion, parce qu'il représente la force, le pouvoir, la protection, la sécurité. Et à un moment, tu réalises que, bah non, cet amour, il n'est pas inconditionnel. Il y a beaucoup de conditions dans cet amour-là. Et dans notre culture, même si je ne généralise pas encore une fois, la liste est longue des conditions. Je pense qu'on est nombreuses à être claires sur ça. Les conditions, c'est que tu ne t'habilles pas comme ça, c'est que peut-être tu fais pas ce type d'études, ou bien que tu ne parles pas comme ça, ou bien tu ne sortes pas, ou bien que tu n'es pas ce type d'amis. Et voilà, chacune de toutes ces jeunes femmes, elle a réalisé un moment consciemment ou inconsciemment qu'il y avait des conditions à cet amour-là. Je parle des jeunes femmes qui ont eu une relation fusionnelle avec leur père. Parce que je reçois aussi des femmes qui n'ont jamais eu vraiment de relation avec leur père, qui m'ont dit depuis toujours, il est là, mais sans pour autant être là. Il est là, je l'entends de par ses cris, je l'entends de par ses remarques, de par ses critiques. J'ai peur de lui parce que voilà, il a un sacré caractère et tout, mais je n'ai pas vraiment de lien avec lui. Je ne sais pas quel type d'homme il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il a des hobbies, qui sont ses vrais amis, quelle est vraiment sa relation avec sa famille et s'il a des traumas. Et ça déborde sur un autre sujet dont je vais parler un jour, c'est qu'en famille, on ne se connaît pas. On pense que l'on se connaît, mais on ne se connaît pas. Alors, je reviens à notre sujet initial. Alors, ce que j'ai envie de te dire dans ce podcast, toi qui m'écoutes et qui a sûrement, voilà, tu penses à ton père à ce moment en écoutant ce podcast, alors que ton père soit encore là ou qu'il soit plus parmi nous, peu importe le type de relation que tu avais avec lui, essaye de, essaye d'avoir, voilà, comme deux moments, les bons moments, les bons souvenirs que tu as avec lui, et on va dire les moments moyens ou bien les mauvais moments. Cet exercice, il peut être un peu compliqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront me dire, mais on n'a aucun bon souvenir avec cet homme-là. Je pense qu'il y a toujours de bons souvenirs parce que ne serait-ce qu'un sourire ou une blague ou une journée particulière ou un jour on a petit déjeuner ou déjeuner ensemble où il a peut-être fait une remarque ou plutôt un compliment. Pourquoi je te demande de faire cet exercice? Parce qu'il y a toujours une part de choses à faire. Toujours, toujours, toujours. Et je sais à quel point, durant tout à l'heure que j'ai parlé de la période d'adolescence pour les hommes, mais aussi la période d'adolescence pour les jeunes femmes, elle est très, très, très critique. Parce que c'est à ce moment-là que une jeune fille a aussi besoin de son père. Et je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas qui a eu cette idée-là, ou bien comment ça a commencé tout ça. Pourquoi durant cette période d'adolescence, tout le monde dit ah non, elle a plus besoin de sa mère. Là, c'est toi qui t'en occupes. C'est à toi de gérer ça. Moi, je m'en occupe plus. Mais pourquoi? Mais c'est à ce moment-là qu'une jeune fille a besoin de son père. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin d'avoir des moments avec lui, de lui parler. Parce qu'elle est en train de devenir une femme. Parce qu'elle sera exposée en fait au monde réel. Elle sera exposée à rencontrer d'autres personnes, à vivre des relations amoureuses. Et c'est très important pour elle d'avoir une bonne relation et d'avoir une relation saine avec son père. J'ai remarqué autour de moi que elles sont rares, hein, mais les, les jeunes femmes qui ont eu des relations, mais on va dire saines avec leur père,
mais quand je dis saine, mais qui était beaucoup basée sur la communication. Il n'y a pas eu de rupture avec le père, beaucoup d'échanges. Le père, même durant cette période où c'était très critique, il a tenu à être présent pour sa fille, à être son confident, à prendre sur lui, à pas fonctionner par ego. En fait, ces jeunes filles, elles ont su choisir leur partenaire par la suite. Parce qu'elles n'étaient pas en train de chercher désespérément, et encore une fois on y revient, quelque chose qu'elles n'avaient pas eu à un moment donné dans leur vie où elles en avaient le plus besoin. Alors, je vais un peu parler de ma propre relation avec mon père, sans pour autant bien évidemment rentrer trop dans les détails, mais je me dois un peu d'en parler parce que pour être tout à fait transparente, c'est une relation qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Je pense que c'est la relation qui a pris le plus de place dans ma vie. Après, bon, j'ai beaucoup fait de chemin, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis passée par différentes phases durant lesquelles j'ai appris à ne plus trop idéaliser mon père et à ne plus le voir d'une manière où peut-être moi je pensais que ça me faisait du bien, mais en fait ça me causait du tort. Alors je m'explique. J'ai toujours été très proche de mon père. Je suis l'aînée, je suis la seule fille. On a toujours été très fusionnels. Jusqu'à ce que voilà, je commence un peu à grandir et là il y a eu un revirement, il y a eu un changement. À travers mon propre travail sur moi, j'ai compris en fait que le changement était venu plus de lui que de moi bien sûr. Je l'ai subi ce changement, je n'avais pas trop le choix. J'ai fait un gros travail pour pouvoir faire la paix avec cette période-là parce que même cette période-là, je l'avais beaucoup idéalisée, j'avais essayé de ne pas le voir comme voilà, parce que ça a toujours été cet homme qui avait ce rôle de héros. Voilà. Donc le héros euh, qui me déçoit jamais, qui sait toujours ce qu'il est en train de faire, moi qui apprends de lui. Et d'ailleurs, j'avais toujours cette étiquette de la fille à son père, qui ne me dérangeait pas, d'ailleurs. J'en étais très fière. Mais ce n'est que récemment, en comprenant que je tenais ce rôle-là dans d'autres types de relations dans ma vie, où j'ai compris que ça me causait du tort, parce que cette tendance que j'avais à l'idéaliser, ben, je l'avais à l'idéaliser aussi d'autres personnes. Donc bien évidemment, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie où on est passé par des hauts comme on est passé par des bas. Mais les bas ne m'ont jamais semblé très bas parce que j'ai jamais eu de phase de colère avec lui où j'ai été rebelle avec lui, où c'était compliqué avec lui. On a toujours pas mal communiqué, mais je crois qu'il y a eu des phases de rupture. C'est juste que je refusais en fait de les voir. Je continuais de tout idéaliser, tout le temps. Mais c'est incroyable. Plus j'y travaille maintenant avec mon superviseur et plus je me rends compte à quel point je le voyais comme, voilà, ce grand invincible, voilà, ce modèle parfait. Et j'ai appris petit à petit, ce qui était vraiment pas évident, je vous mens pas. J'ai appris petit à petit à, voilà, le voir comme l'homme qu'il est, avec ses défauts, avec ses maladresses, avec ses traumas, avec ses complexes, toutes ces, toutes ces choses voilà, auxquelles il a manqué, à toutes ces promesses qu'il m'a faites et qu'il n'a pas tenues. Alors qu'avant, c'était non, mon père ne se trompe jamais, non, mon père, il est juste, non, mon père, oui, ça reste quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, je ne le mens pas, je l'admire énormément, mais avec des limites. Ça veut dire que quand je vois que, voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Quand je suis déçue, je le dis aussi. Et ça me fait beaucoup de bien à moi-même, déjà. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'avais toujours eu ce rôle de son avocate, alors qu'il ne m'a jamais rien demandé. De celle qui le défend, de celle qui le protège. Mais en fait, j'ai appris à travers les années que je recherchais un peu ça partout et que j'essayais un peu de le reproduire. En mode, je suis celle qui sauve l'autre, malgré le fait que tu sois abîmée, malgré le fait que... Et d'ailleurs, c'était incroyable parce que plus il y avait de dégâts et plus moi, je me sentais en mission de devoir sauver l'autre personne.
Et ça m'arrivait vraiment partout, partout. Des fois, même un peu juste socialement parlant, à rencontrer quelqu'un qui, je vais pas forcément me lier d'amitié ou me lier de n'importe quel type de relation avec cette personne, mais j'avais ce besoin en fait de guider, d'accompagner et d'aider l'autre. Mais heureusement, à travers en fait ma supervision récente, toute récente surtout, ben, j'ai compris que non, je devais me limiter à le faire dans mon travail et à la demande, c'est tout. Oui, il y avait des gens dans ma vie perso qui me le demandaient, et c'est pour ça que je m'emportais et je le faisais, je partais en mission. D'ailleurs, mes copines, mais surtout ma meilleure amie me disait, mais pourquoi tu pars en mission en fait? Et je disais, mais je sais pas, en fait, je m'emporte et après, ça dure longtemps hein, jusqu'à ce que je me brise les os. Et après, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas mon rôle, j'ai compris que si je voulais vraiment atteindre mes objectifs et avoir la vie que je voulais, bah, je devais voilà, arrêter de me sacrifier ou bien arrêter de jouer. Enfin, je dirais pas vraiment me sacrifier parce que je le voyais pas comme ça. Je pense que je le faisais avec beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. Et franchement, aucun regret parce que je ne serais pas celle que je suis maintenant. Mais à un moment, j'ai compris que voilà, j'ai réalisé que si je voulais vraiment réaliser tout ce que je voulais par rapport à mes objectifs personnels, il fallait que j'arrête en fait d'avoir ce rôle-là. Et je sais que c'était très lié à ma relation avec mon propre père parce que c'était très douloureux, je ne vous mens pas, quand j'ai commencé à me retirer. J'ai commencé à avoir toute cette distance qui commençait un peu à s'installer entre nous, sans pour autant que notre relation change, mais je n'avais plus ce rôle en fait à peut-être trop l'idéaliser. Je pense qu'il l'a senti. Il a senti que voilà, je n'étais plus la même. Voilà, à le rassurer, à lui dire que j'étais de son côté. À toujours le nourrir, à nourrir voilà, son narcissisme. On est tous narcissiques, mais genre vraiment le nourrir dans tout ce qu'il faisait. Et il s'est rien passé de méchant, vous savez, il s'est vraiment rien passé de méchant. Il, il me répétait, il me répète jusqu'à maintenant, juste qu'il voit que j'ai grandi. Et je pense que c'est une petite phase de transition. Je la laisse en fait passer parce que c'est un grand changement quand même. Mais ça me fait du bien, ça me fait du bien dans le sens où moi-même, j'ai automatiquement, en fait, mais automatiquement, remarqué que dans ma vie personnelle, j'ai aussi arrêté d'idéaliser les autres. C'est fou, mais c'est comme un filtre qui a d'un coup, mais vraiment d'un coup, il a arrêté d'exister. Genre, il n'était plus là. Il a suffi que je travaille sur ça pour que ce filtre que moi je mettais à chaque fois, bien c'est comme des lunettes en fait, que tu mets quand tu rencontres des personnes et tu commences à les voir avec un regard en fait qui voilà qui n'est pas réel. Et ça peut vraiment nous causer énormément de tort. Je vous ai partagé cette voilà ce petit on va dire aspect de ma vie parce que peut-être que ça vous parlera. J'entends très souvent des patientes à moi me faire part de leur relation avec leur père et je me retrouve tellement dans énormément d'aspects. C'est comme tout à l'heure une patiente on on parlait de son père et, euh, et elle m'a dit, en fait, quand mon père il commence à me dire, moi je suis fatiguée, moi c'est bon, moi je ne peux plus continuer à vous maintenir le même niveau de vie, etc., etc. En fait, elle, ça réveille son anxiété parce que le fait de voir son père qu'elle a toujours idéalisé, elle le voit comme un héros, elle m'a dit mon père, mon épaule. Et quand elle m'a dit ça, c'était incroyable en fait. La symbolique du père, elle est vraiment très, 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 très importante. Et je comprends parce que oui, quand on dit mon père, mon épaule, et j'avais vu ça dernièrement, où il y avait une jeune fille qui avait dit, parce qu'elle avait grandi sans son père, et elle disait, moi j'ai grandi avec une épaule cassée. Je n'ai pas cette épaule-là. Je ne connaissais pas trop cette façon de parler de son père, mais j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens parce que, oui, en fait, je pense que de mon entourage, de mes amis ou bien de certains proches qui ont grandi sans la présence d'un père, elles le disent comme ça, elles l'expriment comme ça et elles disent qu'elles ont la... Voilà, c'est un manque que personne, mais vraiment personne ne peut remplacer. Je ne peux pas me mettre à la place de ces personnes-là et je ne peux pas me mettre à la place des,
des femmes aussi qui ont perdu leur père. J'ai des copines, j'ai des amies qui ont perdu leur père et quand elles parlent d'eux, en dépend de leur relation avec leur père, c'est énorme comme douleur. Je me rappelle à une période, c'était juste après le Covid, j'avais eu pas mal de copines qui avaient perdu leur papa. Euh, et je me rappelle, ça avait réveillé tellement d'angoisse en moi, énormément d'angoisse en moi. Et après, dans mon travail, ça m'arrivait. Ça m'arrivait d'avoir des patientes avec qui je me sentais quand même assez proche et qu'ils avaient perdu leur père. Je ne vous mens pas que c'était très challengeant, vraiment. C'était très challengeant, c'était douloureux. Il y avait des séances où voilà, où j'avais littéralement en fait, j'avais le cœur vraiment en miettes de les voir vivre ces douleurs et je me disais mais ça doit être juste plus que douloureux. Mais franchement, là, tout de suite, je les remercie parce que en les accompagnant durant tout ce processus, j'ai vu quelles femmes merveilleuses elles étaient en train de devenir quand elles ont continué à faire leur thérapie et quand elles ont continué à faire le deuil d'énormément de choses qu'elles avaient vécues auparavant avec leur père. Parce que je pense que, voilà, nos pères, c'est des êtres humains. C'est tout à fait normal et naturel d'être déçu. C'est tout à fait normal et naturel que ça soit pas cet être parfait parce qu'il n'est pas un être parfait. C'est tout à fait normal de ressentir de la colère. Et c'est tout à fait normal de des fois sentir en fait que ce n'est pas cet être que l'on a toujours idéalisé. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on est obligé de les idéaliser pour les aimer? Non, non. Mon psy me disait toujours maintiens le lien d'amour, maintiens le lien d'amour chez Nazé. Je me disais mais de quoi il parle en fait? C'est fou parce que moi aussi je le dis à mes patients, mais quand on te le dit à toi, t'as l'impression que ça parle une autre langue que tu ne connais pas. Et un jour, je lui dis mais de quoi tu parles en fait? Et il m'a dit tu le prends dans tes bras ton père, tu l'embrasses, tu l'enlaces, tu lui dis est-ce que ce câlin peut durer quelques secondes? Oui, je suis plutôt tactile avec mon père, mais voilà, pas dans certains extrêmes. Parce que voilà, je pense que nous, les Marocains, on n'est pas très entre. Ça dépend, je sais que ça dépend des familles, ça dépend de beaucoup de. Ça dépend de beaucoup de milieux, mais je pense que prendre son père dans ses bras pendant de longues minutes et tout ça, surtout quand on commence à devenir adulte et tout, ça devient un peu gênant. Et il m'a dit, bah fais-le. Profite de lui de cette manière. Profite de lui de cette manière, embrasse-le, enlace-le, euh, et regarde en fait toutes les choses qu'il fait envers toi. C'est clair qu'il y a des petites attentions de... Oui, des attentions, il y en a tout le temps, mais tout le temps, mais c'est juste que je me suis rendu compte que je les voyais pas. Je voyais que ce que je voulais voir. Et j'ai commencé à faire attention aux toutes petites choses. Mais quand je dis aux toutes petites choses, c'est par exemple il sait que j'aime les churros, bah, quand je rentre à la maison, bah, parce que moi j'habite pas avec mes parents, ils sont sur une autre ville, bah, il m'en ramène. S'il voit que j'étais super contente parce qu'il m'en a ramené, il va m'en re-ramener le lendemain. Et il va continuer jusqu'à ce que je lui dise, bon, je pense qu'on va arrêter là le churros. Mais, euh, mais je me suis dit, c'est son langage d'amour en fait. C'est comme ça. Et c'est ces petites intentions qui, voilà, je pense que des fois, on n'y fait pas attention. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exercice tout à l'heure, parce que si on revient en arrière, c'est clair qu'on va retrouver certaines petites choses. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, je sais, parce qu'il y a des pères qui ont été absents, il y a des pères qui ont été froids, il y a des pères qui ont été que autoritaires, qui ont été violents. Je sais que il y a de tout, et malheureusement, il y a aussi des pères qui, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce ils étaient prêts, ils se sont posé les bonnes questions avant d'être pères, ou bien c'est juste la société qui a fait d'eux, bah, qui se sont retrouvés dans des rôles qu'ils ont peut-être jamais demandé, ils se sont jamais posé de questions. Mais tout ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que c'est pas de ta faute. Ce n'est clairement pas de ta faute. Si tu as eu un père froid,
si tu as eu un père absent, si tu as eu un père qui n'arrivait pas à donner de l'amour, c'est ses problèmes à lui. Il y a un exercice que j'avais donné à une patiente et ça l'avait beaucoup aidé. Je lui ai dit, essaye de ne pas le voir que dans son rôle de père. Essaye de le voir en tant qu'homme. Qui il est en fait, sans être un père. Elle m'a dit, mais pourquoi? Mais moi, je parle de mon père. Je lui ai dit oui. Mais en tout cas, clairement, de toutes ces séances, parce que ça faisait des mois qu'on en discutait, de toutes les séances qu'on a faites, c'est clair que son rôle de père, il ne le remplit pas. Elle m'a dit oui, c'est clair. Donc si son rôle de père, il ne le remplit pas, on a fait le tour de la question, mais plein de fois, des centaines de fois, essaie de le voir comme l'homme qu'il est. Quel homme il est? Comment il est en société? Comment il est avec ses parents? Comment il est avec ses amis? Comment il est avec ses collègues? Et quand elle a commencé à le voir comme l'homme qu'il est, elle a commencé à comprendre certaines choses, elle a commencé à remarquer certaines choses, et elle a commencé à comprendre certaines choses. En fait, l'exercice, il l'a aidé à ce qu'elle ne prenne plus tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il ne faisait pas en tant que père contre elle. Parce que ce qui était douloureux, c'est qu'elle se disait pourquoi il ne remplissait pas ce rôle, pourquoi il faisait pas ceci, pourquoi il faisait pas cela. Et pour elle, tout était contre elle. Et c'est pour ça qu'on le vit comme un rejet. Mais quand tu commences, je pense, quand tu commences à les voir comme l'homme, comme les hommes qu'ils sont, ben, tu comprends qu'en fait, il a déjà des problèmes bien avant toi, bien avant que tu existes. C'est juste qu'à un moment, toi, tu es venu. Et oui, des fois, on se dit, bah, j'aurais pu être la raison pour qu'il change. Oui, mais ça, c'est au cas où vraiment, on va dire que cette génération de nos parents était sûrs de ce qu'ils étaient en train de faire. N'oublions pas qu'ils ont plus subi énormément de décisions, le poids de la société, la pression de la famille. Ben, ils se sont jamais posés en se disant ah tiens, je pense que je suis prêt à me marier. Ah tiens, on est deux partenaires compatibles et je pense qu'on est prêt à voilà à fonder une famille, à éduquer nos enfants. Et non, je ne pense pas que c'est des choses qui se faisaient couramment. Je pense que pour la grande majorité des couples qui se sont faits à cette époque-là, et peut-être même un peu à cette époque aussi, bah c'était vraiment un peu au pif quoi. Bon, le podcast il est assez long comme ça, mais pour finir un peu sur, on va dire, une note un peu poétique, j'espère pas triste, mais c'est un petit texte que j'avais écrit il y a très longtemps, mais que j'ai jamais envoyé à mon père. C'est plus un texte que j'avais voilà, que j'avais écrit, j'avais besoin de l'écrire, j'en écris plein. Il y a ceux que je lui envoie, il y a ceux que je lui envoie pas. Mais ça m'a fait du bien de... J'avais beaucoup aimé ce texte-là parce que, bon, en tout cas, je te le lirai et j'espère que ça fera écho en toi. En retrouvant ce texte-là, je me suis dit que si je le partage, bah, ils en sauront un peu plus sur moi, mais sans pour autant que je sente que je me suis trop exposée. Mais ce texte-là, il est assez... Bon, après, il ne faut pas le prendre au mot, mais ça exprime énormément mes émotions, ça exprime énormément de phases par lesquelles je suis passée. Et ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que j'ai l'impression que ça représente et ça décrit parfaitement un peu le rôle de la fille, de la jeune femme, dans cette société dans laquelle on est, ou bien même dans énormément de sociétés, surtout de notre génération et de ces générations qui viennent peut-être même si je sens que c'est en train de changer, mais on a l'impression que ils sont fiers qu'on soit forte, ils sont fiers qu'on soit ambitieuse, ils sont fiers que voilà qu'on réussisse, etc. Mais qu'à côté il y a une grande contradiction. Des fois, tu as l'impression que comme si tu es perçu comme un objet, tu as l'impression que voilà qu'ils te voient comme cette personne qui tant que tu ne perçois pas tel salaire ou tant que tu n'arrives pas à voilà, habiter dans tel quartier ou avoir telle voiture ou voilà, ou être la femme d'eux et être la mère d'eux, bah peut-être que tu n'auras pas trop de valeur à nos yeux. Mais j'espère et je pense pas que nos parents nous voient comme ça. Je pense que c'est juste un manque d'outillage. Moi, j'appelle ça comme ça. Je pense que c'est un problème de paramétrage aussi, qu'il y a un truc à faire dans les réglages et que aussi ils ont manqué d'énormément d'outils, qu'ils ont aussi beaucoup souffert, qui sont très dépassés.
par tout ce qui leur est arrivé, par ce qui se passe maintenant. Mais je crois au fond de moi, et en tout cas j'ai envie d'y croire que chaque parent, en fait, voilà, que ça soit un père ou une mère, mais je pense que chaque papa, il aime ses enfants. C'est juste il y a ceux qui ne savent pas en fait comment aimer. Bon, je vous lis le texte. Alors, parfois j'ai envie de demander à mon père pourquoi avoir désiré mon existence si c'est pour juger le fait que je sois celle que je suis. Pourquoi vouloir telle ou telle vie pour moi, pour me soutenir et pour la suite m'en vouloir. Me dire que l'erreur est humaine mais que je n'ai pas droit à l'erreur, que je dois être forte mais que je reste une femme. Une femme qui ne peut être libre de mener la vie qu'elle souhaite. Une femme qui devra toujours avoir peur du noir, du soir, de l'homme, toujours trouver les bons mots et au bon moment afin de bien être comprise. Pourquoi papa m'aimait que de cette façon? Pourquoi craindre mes ambitions, mes rêves, et toute cette magie dans laquelle tu m'as bercée étant petite? Pourquoi dire que je suis la plus belle des merveilles alors que le regard des autres sur moi te dérange, comme si c'était moi la fautive? Si seulement tu te contentais de m'aimer, comme quand j'étais petite, ça me suffirait. À cet instant, c'est tout ce que je souhaite. Bon, c'est un texte que j'avais écrit il y a quand même pas mal d'années. Je pense que c'était il y a plus de 5 ou 6 ans. Bon, depuis, j'en ai fait du chemin. Mais si j'ai partagé ce texte avec vous, voilà, je l'ai trouvé très poétique. Et je crois que je vais le choisir pour faire la vidéo de lancement de ce podcast-là. Et, euh, et honnêtement, c'est surtout pour que ça fasse écho en vous, que ça fasse écho en toi, que tu ne te sentes pas seul. Peu importe ta situation, ta relation avec ton père, que vous soyez en contact ou vous ne soyez pas en contact, qu'il soit là, qu'il soit plus là. J'ai essayé de parler un peu de tout. J'ai essayé de parler avec tout ce qui résonne dans ma tête, avec tout ce qui résonne dans mon cœur, avec tout ce qui a pris sens et tout ce qui a perdu sens aussi avec les années, et avec tout ce qui s'est construit depuis. Mais tout ce que je peux te dire, que tu sois une femme, un homme, que tu sois en train de construire ta vie, que tu sois en train de rêver ta vie, que tu sois en train de vivre ta vie, que tu sois en train de vivre ta vie à fond, ben, je pense que ce n'est juste pas la peine de reproduire les mêmes schémas, que ce n'est juste pas la peine d'être soi-même encore une fois une victime. Et qu'il y a toujours, mais toujours le moyen en fait, de sortir et de se débarrasser et de se libérer de nos blessures et de nos douleurs. Soit celui ou soit celle que tu as envie d'être, tu pourras l'être. Peu importe qui est ton père, tu n'es pas lui, tu ne le seras jamais. Contente-toi de t'inspirer de lui s'il a été inspirant, contente-toi de l'aimer, si tu as envie de l'aimer, mais ne le déteste pas, ne lui en veux pas. Rappelle-toi de lui, ou bien pense à lui, ou bien traite-le s'il est encore là. Et si tu peux, et si tu as envie en fait, aussi, parce que voilà, on est ici dans un espace où on n'est pas là en train de juger. Traite-le comme toi, tu en as besoin. Mais juste ne te fais pas du mal. Ne sois pas dans la haine, ne sois pas dans la rancune, ne sois pas dans le jugement, ne sois pas ne sois pas dans le calcul. Et surtout, ne fais pas quelque chose que tu pourras peut-être par la suite, je dirais pas regretter, mais plutôt traîner avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. J'espère que ce podcast fera aussi écho. J'aime vraiment beaucoup ces moments où voilà, j'ai beaucoup de partage avec vous. Ça fait sortir, j'ai l'impression, le meilleur de moi-même. Et je pense que le chemin sera encore très long. J'espère que vous apprécierez ce podcast. Et je vous dis à très très bientôt. Et prenez bien soin de vous d'ici là. Merci.